en est la France en matière d'open data? Pour en discuter, Gilles Babinet, entrepreneur et digital champion de la France, est mon invité ce matin sur French Web. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour French Web. Vous êtes donc entrepreneur et digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Alors, la loi numérique prévoit dans son article 1, et d'ailleurs c'est je crois le gouvernement qui a voulu l'instaurer, l'open data par défaut, c'est-à-dire l'obligation de diffuser en ligne les principaux documents et données des organismes publics, je cite. Vous vous réjouissez de ce dispositif ? Ah oui, c'est une bonne chose. D'une façon générale, il faut évidemment accroître l'open data dans la mesure du possible. C'est juste dommage que ça ne touche pas les collectivités territoriales parce que autant les dépenses de l'État sont aujourd'hui sous contrôle, celles des collectivités territoriales sont en forte augmentation, et les impôts aussi. Et ça serait bien qu'il y ait un peu de transparence pour qu'on comprenne finalement ce qui se passe et l'open data participe de ce phénomène. Donc il faudrait aller encore plus loin parce que cette loi ne concerne que l'État ? Principalement l'État. Je ne sais pas comment vont être traitées les autorités administratives, mais d'une façon générale, on peut se réjouir de cette avancée qui a comme caractéristique de faire que, entre autres choses, par défaut, les administrations vont publier et lorsqu'on aura demandé auprès de la CADA une information, elle devra être par la suite publiée également par défaut. La CADA qui est, je précise, parce qu'on connaît souvent la CNIL, mais la CADA un peu moins, c'est la Commission d'accès aux documents administratifs. Alors justement, l'open data, ça, par défaut, ça veut dire quoi plus précisément ? Ça va impacter quoi ? Quels sont les enjeux derrière cette formule ? L'open data, c'est de dire, par défaut, c'est de dire que l'administration doit par défaut publier l'ensemble de ses données et ne peut retenir que par exception certaines données, notamment les données évidemment personnelles. Alors justement, si on revient sur cette question de l'open data en général, parce que cette loi numérique n'est pas encore votée, rappelons-le, où en est la France aujourd'hui par rapport à ses voisins européens, notamment sur cette question de l'open data, de l'ouverture des données ? Il n'y a pas de classement européen spécifiquement sur l'open data. En revanche, il y a beaucoup de classements internationaux, notamment celui de l'ONU, et la France a toujours un très bon rang dans l'ensemble de ces classements en matière d'open data. Donc là, c'est une politique publique qui est réussie. Et puis, il faut rappeler que la France, je crois, continue à présider l'OGP, qui est une sorte d'alliance à l'égard de l'open data. Et donc, on fait par ailleurs preuve d'un certain volontarisme en matière d'open data. Et puisque vous parlez de volontarisme, est-ce que cet open data ne peut-il marcher, fonctionner, en ce qui concerne les administrations du moins, que s'il y a de la volonté politique derrière ? C'est-à-dire qu'il faut une vraie loi de la part du gouvernement pour pouvoir accélérer sur ce sujet. Il faut clairement une volonté politique, il faut des lois. Un cadre légal, bien sûr. Il faut un cadre légal, il faut une marche soutenue à cet égard, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de résistance, un certain courage politique. Sur ce sujet, je pense que ça se passe plutôt bien. Et comment travaillez-vous justement, vous qui êtes notamment digital champion de la France, sur cette question d'open data avec la Commission européenne et puis de l'autre côté Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique ? Alors j'ai jamais eu à travailler sur le sujet de l'open data. L'open data c'était le sujet d'Henri Verdier qui a fait je crois un excellent travail à cet égard. Que l'on retrouvera dans cette émission, je l'informe pour nos lecteurs. Et concernant, d'une façon générale, j'ai des échanges avec Axel Lemaire, et puis par ailleurs, je suis plus souvent d'ailleurs sollicité par la Commission pour des avis sur différents sujets ayant trait au numérique. On parle souvent d'open data pour le secteur public, mais dans les secteurs privés, aujourd'hui, y a-t-il encore des résistances à vouloir ouvrir ces données, notamment de la part de certaines grandes entreprises, par exemple dans le transport, par exemple ? Oui, il y a des résistances assez fortes des entreprises. J'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines d'entre elles, dans le monde bancaire, par exemple. Je pense que ça dépend de quelles données on parle. Il est évident que les entreprises ont des secrets à préserver. Bien sûr. Je suis assez favorable au fait que les données qui sont à la source du RSE, des responsabilités sociales et environnementales des entreprises, soient publiées dans le détail. Et pour ainsi dire, il me semble que ce serait bien presque en flux continu, c'est-à-dire plus qu'une fois par an, une fois par trimestre pour les entreprises cotées. Et finalement, est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple d'un secteur qui, par exemple, typiquement refuse
d'ouvrir ces données alors qu'il le pourrait, un secteur ou un organisme? Il y en a de nombreux. L'autre jour, je me suis plaint du fait que Pôle emploi n'avait pas mis en place d'API, de connecteurs de données, pour que les startups puissent utiliser finalement ces données pour essayer de faciliter la recherche d'emploi. Donc ça, c'est un exemple éventuel. Il y a l'exemple du SNIRAM, donc les bases de données qui sont des bases de données de santé. Là, ici, il y a une justification évidente, c'est que ce sont des données qui sont personnelles. Et très sensibles, oui, forcément. Et très sensibles, donc il faut trouver le moyen de faire en sorte qu'on puisse les utiliser à bon escient, notamment le monde de la recherche, et qu'elles soient moins, sans doute, secrètes qu'elles ne sont aujourd'hui. Et puis, il y a des données qui font, d'ailleurs dans tous les pays, l'objet de controverses, comme par exemple en France, l'IGN. Est-ce qu'on doit mettre les plans en accès libre? Ils sont aujourd'hui commercialisés. C'est un débat, sachant qu'il y a, je crois, il me semble 1500 ou 1800 personnes qui travaillent dans cette institution, et que c'est compliqué. On ne va pas les mettre à la porte du jour au lendemain. Mais qui doit décider finalement de quelles données on peut rendre publiques ou pas? Ça veut dire, y a-t-il pas un cadre légal à fixer, même pour les entreprises privées, finalement, notamment pour tout ce qui est question de vie privée? C'est du ressort du débat et de la démocratie, avant toute chose, de la forme de la société qu'on veut donner. La maxime dit les États démocratiques sont totalement transparents, ils respectent les données privées des citoyens, et les dictatures, c'est exactement le contraire. Donc il faut trouver le juste milieu. On a des questions de sécurité, de données privées qui nécessitent qu'on ne publie pas toutes les données qui soient au sein de l'État, mais d'une façon générale, lorsqu'on est face à un État qui est, me semble-t-il, qui a souvent du mal à se remettre en cause, qui n'est pas nécessairement très inclusif, l'ouverture est un bienfait et une nécessité. Bon alors, on revient un peu cette fois-ci sur le secteur privé. Pouvez-vous nous prendre un exemple d'une entreprise, d'une start-up par exemple, qui a réussi grâce à l'ouverture des données? Non pas en ouvrant ces données, mais en utilisant des données qui ont été mises à la disposition du public. Il y a le cas célèbre de Vroom Vroom. C'est une petite start-up qui utilise les données qui sont issues des auto-écoles, qui ont des obligations légales de reporter des données à l'État, et donc qui se retrouvent en open data. Et Vroom Vroom, finalement, propose aux gens qui veulent passer le permis des informations sur quelle est la meilleure auto-école pour passer son permis, celle qui a le moins de délais d'attente, celle qui a des taux de succès les plus élevés possibles et des prix les plus intéressants possibles. Donc ils ont introduit une vraie dynamique dans un marché qui n'était pas très transparent. Et quelles sont les pistes de monétisation justement dans l'open data? Parce que derrière, on ne va pas se leurrer, il y a aussi des enjeux économiques. Quelles sont les pistes de monétisation de ces données? Ça veut dire les enjeux économiques qui peuvent se cacher, mais qui sont parfois des intérêts privés. Alors, la Commission européenne avait fait un rapport dans lequel elle disait, je ne me souviens plus du chiffre exact, je crois que les données de l'open data pouvaient créer des externalités de l'ordre de, je ne sais plus si c'était 25 ou 35 ou peut-être même 45 milliards d'euros. Donc, dans tous les cas, ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on puisse détourner les données. C'est-à-dire des données qui n'intéressent plus l'État parce qu'elles sont plus forcément très intéressantes, eh bien on peut les réutiliser pour imaginer des choses très novatrices, potentiellement passionnantes. Je dis par exemple des données de relevé de barrage, qui sont, c'est des données qui sont utilisées principalement pour faire de l'énergie. Eh bien les écologues s'en servent pour mesurer l'importance des crues et puis finalement proposer des aménagements qui soient les plus pertinents possibles. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu évident, mais il y a plein de cas où on peut détourner les données pour leur donner une nouvelle jeunesse et une nouvelle valeur. Et dans un monde idyllique, j'exagère un peu, mais finalement, l'open data, c'est aussi finalement innover en externe. Ça veut dire, j'ai des données, je les ouvre et je laisse les autres finalement trouver des solutions à des problèmes que j'ai, plutôt que d'essayer de tout garder pour moi et si je suis un organisme public par exemple, et de tout développer en interne. Oui, alors effectivement, l'ouverture des données, c'est une façon de créer de la valeur. Mais je différencierais l'open data de l'ouverture des données. C'est-à-dire que je peux très bien, en tant que banque, laisser mes clients accéder à leurs données sous forme d'application et avoir une API qui fait que
sous réserve que je sois identifié, je puisse accéder à mes données. C'est de l'ouverture de données, mais c'est pas de l'open data. Donc c'est deux choses qui sont évidemment différentes. Et l'ouverture de données me semble être l'élément déterminant finalement pour les entreprises traditionnelles de mesure de leur capacité à survivre dans le monde digital. Parce que c'est ça qui se cache derrière, en fait, vous nous dites. Exactement. C'est-à-dire que moi, une entreprise qui a ce qu'on appelle un touch point, qui a un contact avec son client une fois par an, il y en a beaucoup. Hein. Des entreprises qui sont entreprises extrêmement riches, qui finalement, par exemple, un fabricant d'automobile, il va avoir un contact avec son client très peu, une fois tous les 2-3 ans quand il vient dans la concession pour acheter des voitures. Pour moi, ce type de business model, c'est des business models qui sont clairement en danger. Et donc, il faut accroître le touch point d'une façon ou d'une autre. Merci Gilles Babinet, entrepreneur et digital champion de la France. Merci.